Oui, 2024 sera, vous l'avez compris, un millésime français. À nous donc collectivement de faire, car 2025 imposera l'audace et le sens des décisions. À votre avis, le bruit que je fais là, en me grattant la barbe, c'est plus ou moins énervant que Macron ? Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Bonne année, meilleurs vœux, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous vous êtes bien rechargé les batteries pour 2025. Comme d'habitude, notre président nous a devancé dans ses vœux pour la nouvelle année qui s'annonce politiquement au moins aussi riche que la précédente. On en parlera dans notre première rubrique et on reviendra ensuite sur la composition de notre nouveau gouvernement de soi-disant cadors avant de se pencher sur leur dernier fait d'armes. Tout de suite, zoom présidentiel. Emmanuel Macron nous a présenté ses vœux dans son style habituel, lunaire. Mes chers compatriotes, ensemble cette année, nous avons prouvé qu'impossible n'était pas français. Pour cacher la misère, il a convoqué Céline Dion avant de passer près de 2 minutes à se congratuler sur ses réussites en commentant en voix off des images émouvantes. Comme en 2024, Macron nous a promis une année d'action. Mes chers compatriotes, l'action n'est pas une option. L'action est notre devoir pour les générations futures. Voilà pourquoi je serai inlassablement du côté de ceux qui agissent au service du pays et jamais de ceux qui, refusant de vous dire la réalité pour justifier de ne rien faire, à la fin nous affaiblissent. Car nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. L'année 2025 doit être une année d'action, une année utile pour vous et pour vous permettre de vivre mieux. Comme en 2024, il promet des résultats et de la détermination. 2024, année de la détermination, de l'efficacité, des résultats. Je souhaite que l'année qui s'ouvre soit celle du ressaisissement collectif, qu'elle permette la stabilité, les bons compromis pour prendre les bonnes décisions au service des Français. L'année 2025 doit aussi être une année d'unité, de responsabilité, pour bâtir une France plus forte, plus indépendante face au dérèglement du monde. Quand on voit ce qu'a été 2024, on ne peut que redouter 2025, et non sans raison. Emmanuel Macron n'a pas franchement fait de mea culpa sur ses choix en 2024. Il s'est contorsionné en 27 pour ménager la chèvre et le chou, reconnaître que la dissolution était une mauvaise idée, mais quand même blâmer les autres. Attention, cette cascade a été réalisée par un professionnel de la langue de bois, à ne pas reproduire chez vous. Les conséquences peuvent être dramatiques, perte de l'être aimé, abandon des enfants, rejet des collègues. Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. La lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité et j'en prends toute ma part. Sauf que l'instabilité, c'est pas vraiment sa faute non plus, regardez chez les voisins. Nous sommes aussi confrontés à l'instabilité politique. Elle n'est pas propre à la France. Nous le voyons aussi chez nos amis allemands qui viennent de dissoudre leur assemblée. On est d'accord que ce « nous » permanent ne désigne que lui, hein. Comparer sa dissolution de juin dernier et celle de Olaf Scholz est lunaire. La première est le résultat d'un caprice présidentiel encore incompris, alors que celle demandée par le chancelier allemand est le résultat normal et naturel d'un désaccord politique profond entre les libéraux et les sociodémocrates allemands. Mais pour Emmanuel Macron, c'est pareil. Les vœux ont été l'occasion de sortir la machine à se dédouaner. Certes, la dissolution n'était pas opportune et elle a causé de l'instabilité, mais ça, ce n'est toujours pas sa faute. L'Assemblée actuelle représente néanmoins le pays, dans sa diversité et donc aussi dans ses divisions. Elle est pleinement légitime et dans cette configuration inédite mais démocratique, elle doit savoir dégager des majorités, comme le font d'ailleurs les parlements des grandes démocraties. Si c'est le bazar, c'est pas sa faute. C'est l'Assemblée qui ne dégage pas de majorité. Alors que les résultats électoraux ont été clairs, punir les macronistes, le président de la République a tout fait en 2024 pour contourner la réalité désagréable. Mais plus encore, au fond, il est peut-être responsable, mais il n'est pas coupable. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Eh oui, c'est votre faute si c'est le bazar. C'est parce que vous avez mal voté. Lui n'a fait que vous donner la parole. Si vous en mésusez, ça ne sera quand même pas de sa faute. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire,
Je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Malgré la langue de bois, les fausses excuses et les sales coups sur le dos des Allemands, notre président nous a promis une année pleine d'audace, avec du grand, voire du grandiose. Oui, l'espérance, la prospérité et la paix du quart de siècle qui vient dépendent de nos choix aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider. Et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer. Oui, il semblerait que notre président nous ait fait l'annonce d'un, voire plusieurs référendums durant l'année. Sur quoi, comment et quand ? On n'en sait pas plus. Mais une chose est sûre, ces référendums seront encore une fois l'occasion pour Emmanuel Macron de masquer le désastre politique que fabrique petit à petit son second quinquennat. Après une dissolution ratée, dont les Français ne finissent pas de payer l'addition, le roitelet républicain veut engager un référendum, procédure crainte depuis l'échec cinglant de 2005. Son Premier ministre, lui, n'a fait preuve que d'une très relative originalité pour composer son gouvernement de soi-disant cadors. On voit ça tout de suite. La composition du gouvernement Bayrou a mis du temps à être annoncée et elle n'a pas déçu. Gouvernement de morts-vivants, zombies de la politique, coalition des perdants, les ministres n'ont pas été épargnés et pour cause. Il faut quand même avouer que la liste laisse un peu amère. Madame Elisabeth Borne, Monsieur Manuel Valls, Monsieur Gérald Darmanin, Monsieur Bruno Retailleau. Même des journalistes un peu mous, comme Benjamin Duhamel, ont fait remarquer le recyclage grandeur nature de l'équipe gouvernementale. Elisabeth Borne, qui va devenir ministre de l'Éducation nationale, ancienne première ministre, Gérald Darmanin, à la justice, ancien ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, ancien premier ministre de François Hollande, François Rebsamen, qui était lui aussi ministre du Travail sous François Hollande. C'est retour vers le futur, votre gouvernement, François Bayrou ? La question de Benjamin Duhamel est complètement passée au-dessus de François Bayrou. Il s'est même défendu de ce casting digne d'une scène des Guignols par leur expérience. Quel est le premier ministère d'État confié à une personnalité très expérimentée, qui a dû relever le défi elle-même de chef du gouvernement? Bref, ce gouvernement serait un gouvernement de poids lourds de la politique, des cadors capables de comprendre les dossiers et gérer la vie politique compliquée. Je pense que la question, c'est de savoir si on met les défis à la bonne hauteur et les personnalités pour y répondre à la bonne hauteur. Alors, est-ce vraiment un super gouvernement de personnalités fortes et expérimentées ? La réponse, sans surprise, c'est non. Le gouvernement Bayrou n'est au fond qu'une vieille soupe réchauffée du macronisme. Prendre des traîtres de droite et les traîtres de gauche et les mettre ensemble pour faire les traîtres du centre. Tour d'horizon. Commençons par le commencement. Pour masquer son manque d'ambition et pour marquer sa soumission au macronisme, Bayrou a nommé la ministre de l'Éducation nationale au premier rang protocolaire. Et ce premier ministère, c'est l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche et l'enseignement professionnel. Que vous confiez donc à Elisabeth Borne. Le premier. Vous me citerez des gouvernements dans lesquels l'éducation nationale a été première. Il pensait ainsi qu'en mettant le ministère en premier, les critiques seraient désarçonnées. Mais ça a, évidemment, magistralement raté. La valse succession des ministres à l'Éducation nationale en 2024 a été frénétique. Le triomphant Attal, la malheureuse Oudéa Castéra, la revancharde Belloubet, la perdue Jeunetet. La réussite, ça se mérite. Et enfin, la brutale Borne. Autant que durant les 2 mandats précédents en un an. Combien de ministres de l'Éducation nationale en 7 ans, François Bayrou ? Peut-être que les Français retiennent aussi le turnover. On peut faire toutes les critiques. Ouais. Je veux dire, se focaliser sur les critiques, c'est un jeu habituel. Moi, je crois que ceux qui nous écoutent en sont assez fatigués. Mais le problème concernait surtout la locatrice ministérielle, Elisabeth Borne. Elle a avoué, lors de sa passation de pouvoir, qu'elle n'était pas une spécialiste de l'éducation nationale et de ses problèmes. Sollicité par François Bayrou sur un des défis majeurs pour notre avenir, j'ai décidé de répondre positivement. Je ne suis pas une spécialiste de ces sujets. En plus de son ignorance, nommer Madame 49.3 dans un ministère particulièrement fragile a chauffé à blanc les partenaires sociaux. Les syndicats ont indiqué immédiatement qu'ils ne donneraient pas une seconde de répit à la ministre et que la guerre était ouverte. Et les effets ne se sont pas fait attendre. En déplacement à Mayotte, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale a été confrontée à ces fonctionnaires, particulièrement remontés contre elle. Depuis 15 jours, dans tous les bidonvilles ici, Petite Terre, Grande Terre, Kawini, Cavani, personne n'est venu. Personne. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez aux informations, la réalité, elle est là. La réalité, elle est qu'il y a des distributions comme... Personne n'est monté. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'est monté. Et même cette distribution, personne ne les a vues.
elles existent et peut-être que les gens ne sont pas bien informés. Montrant sa positivité naturelle, sa capacité d'écoute et de dialogue, Elisabeth Borne a tout simplement fait demi-tour quand les remarques ne lui plaisaient plus. Les gens du lycée des Lumières devraient aller au point relais, c'est la mairie de Mamoudzou, c'est 5 km à pied en plein cagnard, 5 km retour, c'est 10 km en plein cagnard sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront ce qu'ils voudront. C'est une honte. Allez hop, je me casse. Après les années d'austérité Blanquer et la déshérence du second quinquennat Macron, mettre Borne à l'éducation nationale, c'est mettre une ortie comme cache-sexe. Vous voyez l'idée ? Le deuxième nom du gouvernement Bayrou n'est pas franchement plus ragoûtant. Manuel Valls, l'éternel loser électoral, a fait son retour politique triomphant. Après avoir perdu les primaires de la gauche, plus ou moins gagné les législatives en 2017 avec 139 voix d'avance. Il n'y avait pas de quoi, ça, de triche. De triche. Donc il faudra vérifier. Il faudra vérifier, c'est tout, ça se fait. C'est pas grave. Ça arrive dans la vie. Par manque d'assesseurs, là où il fallait contrôler. Non, pas par manque d'assesseurs. En général, quand il y a de la triche, c'est pas par manque d'assesseurs, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent tricher. Et après avoir vraiment perdu aux législatives de 2022 et aux municipales de Barcelone, notre ex-premier ministre a été réintégré aux Outre-mer. Encore une fois, c'était un réflexe de politique et de communicant. Il ne faut pas oublier les ratés misérables de Bayrou sur la question mahoraise. Plutôt que de s'occuper des problèmes de Mayotte, il a présidé son conseil municipal de Pau et promu le cumul des mandats. La gauche, en entendant le nom de Valls, a évidemment vu rouge. Il avait copieusement trahi le PS en 2017 en jurant qu'il se soumettrait aux résultats de la primaire pour finalement appeler à voter Macron. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron. Il espérait pouvoir monter dans le train en marche à l'époque, mais ce n'était pas du goût de la Macronie. Nous n'investissons pas l'intéressé, mais nous ne lui opposons pas a priori de candidate et de candidat. Bref, Bayrou, en bon chef de gouvernement, a défendu son soldat et a vanté son courage. Manuel Valls est une personnalité un peu kamikaze par moment. J'aime bien les personnalités. J'aime bien les personnalités audacieuses ou qui acceptent de prendre des risques. Confier le dossier des Outre-mer à un ministre qualifié de kamikaze ne peut qu'aggraver ces situations déjà très difficiles. Cette gestion cavalière des Outre-mer est un fil rouge de la politique macronienne. Après être resté sourd aux colères kanak et avoir tenté de forcer sa réforme électorale, Emmanuel Macron et ses sbires se sont embourbés dans le dossier mahorais. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Avec sa morgue habituelle, Emmanuel Macron expliquait le 20 décembre dernier à des gens sans toit, sans eau, sans nourriture ni électricité depuis des jours qu'ils devraient faire preuve de reconnaissance envers la France. Passer le dossier à Manuel Valls, c'est encore un affront fait aux Outre-mer qui ont besoin de voir leurs revendications écoutées et enregistrées pour un passage à l'action rapide et efficace. Il faut un tact et une écoute d'une autre finesse que celle de Valls. Rappelons qu'il est connu pour avoir fait réprimer sans merci les manifestations contre la loi El Khomri passées au forceps. Nous souhaitons, avec Myriam El Khomri et Emmanuel Macron, bâtir un compromis qui soit dynamique et ambitieux pour les entrepreneurs, pour les salariés de ce pays. Un compromis dynamique et ambitieux. Cela suffira-t-il à calmer la colère de la jeunesse ? Le bras de fer continue. Enfin, et probablement le plus inquiétant, Gérald Darmanin fait son retour au gouvernement en tant que ministre de la Justice. Les magistrats redoutent déjà d'avoir un garde des Sceaux plus proche de la police que du personnel judiciaire. Gérald Darmanin, qui François Bayrou, participait aussi à une manifestation en 2021 qui était en soutien aux policiers, sous les fenêtres de l'Assemblée nationale. Il participait à cette manifestation où un leader du syndicat Alliance, pour ne pas le citer, avait dit la chose suivante: le problème de la police, c'est la justice. Gérald Darmanin était là et il se retrouve en décembre 2024, garde des Sceaux, ministre de la Justice. S'il a été mis en cause dans plusieurs affaires MeToo et a bénéficié de non-lieux et de classements sans suite, sa position sur ces dossiers ne fait qu'aggraver les craintes d'une machisation de la justice et d'un mépris pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Quelqu'un qui est accusé de viol n'a rien à faire à un ministère, déjà un poste de ministre, mais en plus le ministère de l'Intérieur qui est un ministère clé dans le parcours des femmes qui sont victimes de violences masculines. Et aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur se part aux couleurs de la lutte pour les droits des femmes. C'est vraiment
On en a marre qu'on se fiche de notre gueule, en fait. C'est juste plus possible, quoi. C'était déjà le cas quand il avait été nommé au ministère de l'Intérieur, mais la position de garde des Sceaux est encore plus importante, ce que Bayrou a essayé de désamorcer. Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, un certain nombre de ses anciennes déclarations sont exhumées, l'une des plus récentes étant celle qu'il avait eue au moment des réquisitions du parquet dans le cadre du procès des assistants parlementaires du Rassemblement national, là encore. Et il avait considéré que ce serait un problème si Marine Le Pen était condamnée à une peine d'inéligibilité. Est-ce que on peut avoir un ministre de la Justice, garde des Sceaux, garant de l'indépendance de la justice, qui s'est prononcé, dans le cadre de ses fonctions politiques, parlementaires, sur un procès qui doit rendre son jugement le 31 mars. Il y a des gens qui croient que c'est les gouvernements qui dirigent, maîtrisent, définissent les décisions de justice. Ce n'est pas vrai. Un ministre de la Justice est absolument incapable de faire prendre une décision par un magistrat. Certes, un ministre de la Justice ne peut pas faire prendre des décisions aux juges, mais il a de vastes pouvoirs. C'est lui qui est chargé de donner des instructions générales aux procureurs, de définir les grands axes des politiques publiques de la justice. Meilleurs accès aux juges, garantie des droits des victimes, meilleur accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles. Bref, s'il ne peut pas donner des ordres aux juges qui restent indépendants, c'est lui qui oriente l'action judiciaire en France. On essaie justement, généralement, de nommer quelqu'un qui sache être indépendant et mesuré, et surtout, qui évite de s'exprimer sur une affaire en cours, qui peut donner l'impression que le politique essaie de faire pression sur la justice. Et c'est ce que Gérald Darmanin a quasiment fait, obligeant Bayrou à désavouer son ministre à peine nommé. Bon, oui, c'est mieux d'être prudent. Je connais le ministère de la Justice, je l'ai épisodiquement occupé, et j'ai dû le quitter pour une affaire de cet ordre qui s'est terminée par une relaxe. Malgré cette bévue en tant que député, Bayrou l'a quand même nommé. Et on comprend très vite pourquoi quand on voit le tandem formé par Retailleau et Darmanin. Il y a une cohérence pour vous, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin? Il y a pire que ça. Il y a une exigence. Il y a des millions et millions de Français qui pensent que nous sommes un pays en insécurité. Et effectivement, c'est pire qu'une cohérence. Ce duo cauchemardesque est la tentative du maire de Pau et Premier ministre d'apaiser l'ogre lepéniste. Il donne ainsi l'assurance de voir une collaboration active entre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur pour promouvoir les politiques sécuritaires et xénophobes. Comme le crime s'appuie sur le vice, les deux ministres pourront s'appuyer l'un sur l'autre pour renier toujours plus sur les libertés publiques et individuelles dans un emballement réactionnaire ravissant pour les droites extrêmes. La justice est laxiste, pour dire les choses, François Bayrou? Vous cherchez constamment à créer des... Non, mais si. Je cherche à essayer de que les choses soient claires. Alors laissez-moi vous répondre. Bruno Retailleau considère qu'il y a un problème d'inexécution des peines dans ce pays. Il y a un problème d'inexécution des peines dans ce pays. Donc, parce qu'on devrait avoir des peines immédiates pour des délinquants, en particulier pour des délinquants jeunes. On devrait pouvoir les juger rapidement. Alors quel bilan pour cette séquence? Est-ce cette équipe de professionnels aguerris rompus aux techniques de guérilla politique et prêts à s'élever à la hauteur de la tâche? Sans surprise, ce qu'on voit, c'est surtout la résurrection du macronisme le plus intégriste, tant sur sa composition, son orientation, que sur sa stratégie politique. Ce gouvernement, présenté comme une équipe de choc, est surtout un gouvernement de politico-technocrates, la quintessence du macronisme, technocratique et politicailleux. Dans ce miracle macronien, ces ministres n'ont pas le manque de base politique d'un gouvernement de techniciens, et ils auraient en plus l'expertise nécessaire pour résoudre les problèmes compliqués qui s'annoncent. En réalité, c'est la technocratie politique qui fait carton plein. Que des politiciens de carrière, traîtres de plus ou moins longue date, prêts à tout pour avoir un portefeuille ministériel. Sous ce déguisement de super-héros de la politique se cache bien le projet macroniste intact. Parce que ce gouvernement repose sur le même socle que celui de Barnier. Il donne encore plus de concessions aux idées d'extrême droite. D'un ministre de la Justice dit de gauche, Didier Migaud, on est passé à Gérald Darmanin. Le virage est brutal. Sur la stratégie politique, Bayrou réchauffe aussi la soupe, se prétendre du centre, mais agir à droite, très à droite, pour essayer de désamorcer les critiques du RN. Quelles que soient les opinions politiques, la grande majorité des Français pensent et croient qu'ils sont dans un pays d'insécurité. Mais ce soir, François Bayrou, les oppositions politiques... Ne dites pas mais. Ce que je veux et ce que j'essaierai d'imposer, c'est que ce type de sentiment profond d'inquiétude, de bouleversement parmi les Français, ça trouve une réponse. Et que cette réponse soit faite par des personnalités et des sensibilités modérées, équilibrées et qui croient à l'état de droit.
Avec le duo Darmanin-Retailleau, Bayrou chasse ouvertement sur les plates-bandes du RN, comme essaye de le faire Emmanuel Macron depuis 2017. Malheureusement pour notre président, et encore plus pour nous, cette stratégie est un cuisant échec. Plus la Macronie fait campagne sur des thèmes droitiers, voire extrême droitiers, plus Marine Le Pen monte, et il semble qu'il n'ait toujours pas retenu la leçon. Tout ce système ne tient que par les outils constitutionnels laissés à la discrétion du président de la République, la dissolution et la nomination du Premier ministre. Alors que dans les autres régimes parlementaires, le choix du Premier ministre est généralement juridiquement encadré et que la dissolution n'est pas sans condition, le régime français est une exception. Les référendums annoncés par Emmanuel Macron risquent fortement, eux aussi, d'être un leurre. Contrairement à l'idée courante selon laquelle un référendum est nécessairement démocratique puisque c'est le peuple qui s'exprime, les référendums peuvent être de gigantesques machines à voler au peuple sa voix. Et on ne parle pas seulement d'ignorer les résultats comme pour celui de 2005. Dire oui ou non à une question que l'on nous pose, ce n'est pas être un souverain, mais un enfant, à qui l'on demande s'il veut de la tarte ou de la glace. Sans de solides garanties pour permettre à tous les citoyens de participer au processus délibératif, le vote des Français n'est que ce que les gouvernants lui autorisent à choisir, la tarte ou la glace. Sans un débat national indépendant et de qualité, les référendums ne seront que des machines à entériner un choix déjà fait, la tarte ou la glace. Dans ces périodes politiquement cruciales et socialement dangereuses, Blast a plus que jamais besoin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Blast et d'activer la cloche. Si vous le pouvez, faites un tour sur la page de soutien de Blast sur blast-info.fr. Chaque euro compte et finance notre indépendance du pouvoir et de l'argent. Dernier point. À l'heure où nous publions cette vidéo, il reste 158 jours à attendre avant qu'une nouvelle dissolution soit possible. En attendant le prochain numéro, on vous laisse avec cette citation inspirante. Le peuple anglais pense être libre. Il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave. Il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. Jean-Jacques Rousseau, du Contrat social, livre 3, chapitre 15. Je nous souhaite pour 2025 d'être unis, déterminés et fraternels.